Ravi d'être avec vous dans ce petit local. On va essayer de partager quelques idées pendant quelques minutes. L'idée que je vous propose, c'est de dire que ce qu'on appelle un peu vite la maladie mentale ne peut pas avoir sa place ailleurs que dans une société. Alors, d'abord, la définition maladie. Est-ce que c'est le bon mot pour désigner un développement psychologique particulier? Peut-être oui, peut-être pas oui. Folie, ça veut dire tout ce qui n'est pas moi, puisque vous êtes d'accord pour dire que je suis le seul à ne pas être fou, puisque je pense bien, moi, et que tous ceux qui ne pensent pas comme moi sont fous. Alors, délirer, ça veut dire sortir du sillon, délira. Donc moi, je suis dans le bon sillon, et tous ceux qui ne travaillent pas comme moi sont dans le mauvais sillon. Donc vous voyez que les définitions, l'objet de la psychiatrie est un objet incroyablement hétérogène, incroyablement mal défini, et pourtant, il y a des gens qui souffrent d'un monde mental particulier, qui les adapte ou qui les désadapte du réel, et qui fait souffrir autour d'eux. Puisqu'on sait maintenant que quand il y a une schizophrénie dans une famille, quand il y a un Alzheimer dans une famille, il y a dans la même famille 4 fois plus de dépression que dans la population générale. Donc on n'est pas malade mental tout seul, même si l'expression de malade mental, j'arrive pas à la définir. Alors voilà, si vous aviez les idées claires avant cet exposé, j'espère qu'à la fin de l'exposé, elles seront confuses, parce que ce que j'ai à vous dire, c'est vraiment que c'est pas simple. Exemple, Hippocrate, vous voyez que je remonte aux sources, voit une crise d'épilepsie. Bon, une crise d'épilepsie, maladie, oui, folie, pas oui, et pourtant, difficulté psychologique pour le sujet malade et son environnement familial, et déjà, l'interprétation culturelle joue son rôle. Hippocrate voit un homme être un peu confus, pousser un cri, tomber, convulser, se mordre la langue, uriner sous lui, convulser, et puis quelques minutes après, il se relève complètement souriant, complètement apaisé. Voilà le phénomène que tout le monde peut voir. Et l'explication de ce phénomène, Hippocrate dit d'emblée, ça vient du cerveau. Ah non, pas du tout, disent les prêtres, je l'ai bien vu, moi, il a convulsé, je l'ai vu de mes yeux vus, c'est parce qu'un démon l'a possédé. Donc c'est une démonologie, le cerveau n'a rien à voir là-dedans. Et cette manière de raisonner a occupé toute l'Inquisition, puisque le dernier bûcher pour épileptiques a eu lieu en 1824 en Espagne. C'est-à-dire que, alors bien sûr, pour la sécurité sociale, c'était une bonne affaire, parce que ça permettait de soigner beaucoup moins de gens. Sur le plan humain, ça peut se discuter. Alors, il y en a un troisième, au contraire, déterminant politique. On voit César, c'est notre empereur. Il est beau, il est autoritaire, il est en train de faire le triomphe de Rome, et puis tout d'un coup, il fait une crise d'épilepsie. On ne peut pas dire qu'il est possédé par un démon, on ne peut pas dire que ça vient du cerveau. Comme il se mord la langue à chaque fois, on lui met un bâton dans la bouche dès qu'il commence à avoir ces symptômes, donc il ne se mord pas la langue parce qu'il mord le bâton, d'où l'origine de l'expression du bâton de maréchal, il convulse, il revient, c'est vrai, hein, il convulse, il revient à lui, et on interprète ce qu'on a vu de nos yeux vus, on l'interprète en disant, c'est donc le haut mal, il a été visité par les dieux. Et évidemment, il a été visité par les dieux, il est empereur. Alors, donc, l'idée que cette illustration clinique vous propose, c'est que pourquoi est-ce qu'Hippocrate a dit ça vient du cerveau? Il n'avait pas d'électroencéphalogramme, le diagnostic d'épilepsie a été longtemps
difficile à faire. Maintenant, on soigne très bien cette maladie. Quand j'étais enfant, beaucoup d'enfants dans la classe avaient des convulsions et ces enfants étaient malheureux parce qu'ils étaient rejetés par le groupe alors qu'ils étaient simplement malades. Alors qu'aujourd'hui, on soigne très bien l'épilepsie et on ne voit plus de convulsions dans les classes et le développement psychologique des enfants est bien meilleur puisqu'ils sont plus harcelés, ils sont plus rejetés par leur classe. Donc ça veut dire qu'un phénomène, dans le cas de l'épilepsie, simple à observer, à peine observé, il est interprété en fonction de la personne, des valeurs de la famille et des stéréotypes de la culture. Donc, non seulement la maladie mentale, la folie, je ne sais pas comment dire, ce trouble, je ne sais pas ce qu'il faut dire, cette souffrance, alors ça, je crois qu'on peut le dire, elle est parfois observable, à peine observée, elle est interprétée. Et là, ça parle de nous. Alors, comment observer et voir que dès qu'on pensait que l'autre était fou, pas moi, hein, l'autre, dès qu'on pensait que l'autre était fou, on intervenait bien sûr pour son bien et pour le soigner. Et c'est pour ça que dès le néolithique, on a vu des crânes avec des grosses trépanations. J'en ai vu un à Sabioneta, dans le nord de l'Italie. Il y a un empereur au XVIIe siècle, à Sabioneta, une très jolie petite ville, avec un des premiers théâtres du monde, d'Italie. On voit qu'il y a l'empereur a été trépané. Il a un énorme trou dans un lobe, l'écaille temporale droite, et le trou a été très bien fait. C'est-à-dire que si le trou avait été fait au milieu, le chirurgien aurait déchiré le sinus et l'empereur serait mort. Donc il savait qu'il fallait faire l'écaille temporale à droite, une très grosse écaille. On voit un très gros bourrelet osseux. Donc ça veut dire que l'empereur avait vécu 17 ans après ce morceau d'os enlevé. Et ce morceau d'os, cette trépanation, a été faite pour des raisons psychiatriques. Parce qu'il y a le compte-rendu, et on dit il avait des hallucinations, il avait mauvais caractère. Alors ça, si on devait trépaner tous les gens qui ont mauvais caractère, il avait mauvais caractère, et donc il fallait le soigner comme ça. Alors je ne sais pas si ça a donné de bons résultats, mais en tout cas, il a vécu 17 ans avec le crâne qui pulsait parce qu'on lui avait enlevé un gros morceau d'os temporal. Alors, on voit que très vite, dès qu'on faisait un diagnostic de folie, c'était médicalisé. Et on voit, par exemple, on retrouve à Constantinople, au VIe siècle, à Tibériade, le code de déontologie. Alors, j'ai noté la phrase, parce que s'il y a des médecins dans la salle, il faut bien noter, « Rien n'est plus noble que de soigner les pauvres. Réclame tes honoraires quand la maladie culmine, car une fois guéri, le malade oubliera de te payer. » Donc, dès le VIe siècle, les médecins avaient un code de déontologie, ils se soignaient bien. Alors, cette notion-là, par exemple, on voit que les vétérinaires ont été interdits de soins jusqu'à Diderot, parce qu'on disait il est immoral de soigner un animal alors que la pensée a été conçue pour soigner des êtres humains. Donc soigner un animal avec la même pensée, c'est un blasphème, et les vétérinaires ont été interdits jusqu'à Diderot, et c'est Diderot qui a dit mais c'est des êtres vivants. Il a pris l'exemple de la luxation d'épaule chez un bœuf, et il a dit il a une épaule, nous aussi on a une épaule, on sait comment réduire la luxation d'épaule d'un être humain, il faut qu'on réduise la luxation d'épaule d'un bœuf. Et comme le bœuf tirait les chars, les paysans ont tout de suite été d'accord. Et puis bien sûr, on a tous vu la mélancolie d'Albrecht Dürer, et là on voit au Mélancolia en 1514, et là on voit que la mélancolie a commencé à être considérée comme une folie, et elle était provoquée par un excès de raisonnement.
C'est-à-dire que ne vous posez pas de questions et vous serez heureux. Si par malheur vous vous posez des questions, vous allez devenir mélancolique. Alors, au temple de Pindare, on trouve le traitement de la folie. Et le traitement de la folie, c'est le couteau, l'herbe et l'incantation. Le couteau, ça a donné la chirurgie, l'herbe, ça a donné la pharmacie, et l'incantation, ça a donné la psychothérapie. C'est-à-dire que depuis Pindare, on n'a pas changé d'attitude, on a toujours gardé la même attitude face à la folie. Mais la tristesse, est-ce que la tristesse est une folie? Peut-être oui, peut-être pas oui. Alors, l'acédie, par exemple, en Égypte chrétienne, au IIIe siècle, il ne faut pas oublier que l'Égypte, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte, la Palestine, le Maghreb, étaient des pays de chrétienté. Il n'y avait que des chrétiens dans ces zones de notre géographie. C'était des pays de chrétienté. C'est même de là qu'est partie la chrétienté. Or, très rapidement, on en arrive à concevoir que la tristesse est un péché. La tristesse est un péché parce qu'on voit que quand les gens sont trop tristes, ils n'ont plus la force d'aller se consacrer à Dieu, donc ils sont blasphématoires. Et la tristesse est un péché, il faut donc punir les tristes, et ça les améliore tout de suite. Dès qu'un triste est puni, il est chassé, aussitôt son moral remonte. Alors, ça a donné l'acédie. L'acédie, pendant très longtemps, a été considérée comme une forme de péché. Et saint Thomas d'Aquin dit que c'est un vice de l'âme et qu'il faut punir les tristes. Et puis, à la Renaissance, on redécouvre les valeurs d'Hippocrate et cette explication biologique de la folie, la bile noire. Mélanine, encolie, colique, mélanine, colique, la bile noire qui a donné la mélancolie. Et on retrouve les explications, les tentatives d'explication d'Hippocrate. Si on est triste, c'est pas du tout parce qu'on est blasphématoire. Si on est triste, c'est parce que notre foie sécrète une bile noire et c'est une substance qui provoque la tristesse. Alors, tout ça est vrai, même le contraire. C'est-à-dire que tout est vrai dans ce que je viens de vous dire. Alors bien sûr, je l'ai présenté de manière un peu pittoresque, mais c'est vrai. Il y a des substances qui provoquent des mélancolies. Dans certains cancers du foie, on est souvent obligé de donner de l'interféron, qui est une molécule antivirale. Un malade, alors là j'en dis malade, hein, c'est un cancer du foie, un malade sur deux va faire une dépression extrêmement douloureuse avec toutes les rationalisations de la dépression. Tuez-moi, je ne mérite pas de vivre. Si vous ne me tuez pas, je vais transmettre la gangrène au monde entier. Vous devez me tuer. Toutes ces phrases étranges, on arrête l'interféron. Les phrases étranges disparaissent. Donc on voit que l'explication biologique de la folie, elle est vraie. L'explication sociale, elle est tout aussi vraie. Et l'explication morale, elle est tout aussi vraie. Alors, très récemment encore, alors à l'époque au XVIe siècle, Jean Vière dit « ce sont les prêtres qui sont responsables de la folie, puisque les prêtres gouvernent nos âmes. Si on est bien, c'est grâce à eux, et si on n'est pas bien, si on est fou, c'est de leur faute. Les prêtres ont tous les pouvoirs, donc si on est mal, c'est parce que ce sont des sorciers. » Et Jean Vière propose comme traitement la belladone, qui actuellement c'est devenu l'atropine, le pavot, la jusquiame et le chanvre indien, qui vient d'être reconnu comme traitement de la douleur. C'est-à-dire que déjà, à cette époque-là, on avait déjà la même attitude qu'aujourd'hui. On donnait des médicaments. Je ne sais pas si ça marchait mieux ou moins bien, mais on avait cette attitude qui consistait à donner des médicaments. Et puis, à la même époque, on a Erasme, bien sûr, qui fait l'éloge de la folie,
parce que la folie, c'est pas du tout une souffrance, au contraire, c'est un voyage initiatique, merveilleux, et il est bien connu que les schizophrènes ne souffrent pas et qu'ils sont initiés. Et si je vous dis ça, c'est parce que Ronald Ling, psychiatre, l'a dit et l'a écrit dans les années 70. C'est-à-dire que tout peut être dit à propos de la folie. Alors, la folie devient un problème moral avec la Révolution française et avec Pinel. Et au XIXe siècle, la tristesse devient une merveilleuse nostalgie. C'est-à-dire que c'est plus la mélancolie, on souffre délicieusement. Et les hommes disent, nos pères, eux au moins, ils avaient l'épopée napoléonienne, et nous, on n'a rien dans notre vie, on ne souffre même pas. Alors, et ça a donné tout le délice de la mélancolie romantique, où Musset, avec les grandes douleurs sont les douleurs les plus belles, avec toute cette folie romantique où la folie était merveilleuse. Schumann qui veut se suicider, qui veut se noyer parce qu'il ne joue pas assez bien du piano, et on trouve ça merveilleux avec les massacres napoléoniens qui sont transformés en mythes extraordinaires. Et nous, hommes normaux, on est malheureux parce qu'on n'est pas fous et parce qu'on n'a pas d'épopée culturelle. Alors, j'ai personnellement assisté à la découverte du largactyle et de l'halopéridol. C'était totalement sérendipiteux. La sérendipité, c'est Christophe Colomb qui va prendre un bateau pour aller acheter du poivre et des épices et qui découvre les États-Unis, parce qu'il se trompe de côté. C'est-à-dire que la sérendipité, on trouve ce qu'on ne cherche pas. Ces découvertes ont été sérendipiteuses. J'étais proche de Laborit et Huguenard quand ils ont découvert le largactyle qu'ils ne cherchaient pas. C'est-à-dire qu'ils cherchaient un moyen de faire baisser la température centrale, parce que les interventions de neurochirurgie duraient tellement longtemps, 10 heures parfois, que très souvent le malade, même quand il avait une tumeur bénigne, il mourait des anesthésistes qu'on lui donnait, parce que 10 heures d'anesthésie, c'était un coma profond. Donc il mourait du coma profond alors qu'il avait une tumeur bénigne. Donc il fallait trouver des substances, et Laborit reprend le largactyle, rejeté par les laboratoires américains, et il dit, mais les ours, eux, ils hibernent, on fait baisser la température, et ils sont pas malades. Et au contraire, même en baissant la température, on peut faire des interventions chirurgicales, neurochirurgicales de 10 heures, presque sans donner de médicaments. On donne du largactyle, la température baisse, et je me rappelle un patient qui avait une énorme tumeur bénigne, un méningiome, un réunionné. Alors une tumeur bénigne, quand elle pèse 3 kilos, c'est pas bénin, hein. Ça écrase le cerveau. Et donc, chez David, à la Pitié, David lui avait proposé de lui enlever cette tumeur bénigne. Et l'homme était terrorisé à l'idée qu'on lui ouvre la tête pour lui sortir une orange de la tête. Il était terrorisé. Laborit arrive, met la perfusion de largactyle, et le malade de méningiome, on parle avec lui, et il dit, écoutez, je ne sais pas ce que vous m'avez mis là-dedans, avant j'étais terrorisé à l'idée de me faire ouvrir la tête, maintenant je m'en fous éperdument. Et c'est parti aussi naïvement que ça. C'est parti aussi naïvement comme presque toutes les découvertes en psychiatrie et parfois même en médecine. Alors, l'objet de la psychiatrie est un peu particulier, vous l'avez compris, c'est que tout est vrai et le contraire aussi. Quand une jambe est cassée, j'ai un objet précis. Quand quelqu'un me dit des choses fantastiques que je ne comprends pas, qui ne sont pas de mon monde, il déclenche en moi une angoisse étrange. On ne peut pas partager le même monde puisque je ne comprends pas ce qu'il dit. Et cette angoisse-là, j'ai envie de l'appeler folie, j'ai envie de l'appeler délire. Alors, Michel Foucault, qui était professeur au Collège de France, a marqué l'histoire de la psychiatrie en parlant du grand enfermement, de la loi du grand enfermement sous Louis XIV.
Cette loi n'a jamais existé et Michel Foucault a intentionnellement menti. Parce que y a des gens qui ont voyagé dans la salle. J'ai personnellement vu à Damas des asiles datant du Xe siècle. Et là aussi, bien sûr, il y avait une théorie. Il suffisait, il y avait des belles fontaines, on est à Damas, hein, donc il y avait une belle architecture arabe, il y avait de belles fontaines, et plus le malade, il disait le malade s'améliorait, plus il changeait de chambre, et quand il était presque guéri, il avait la chambre près de la porte, et quand il était enfin guéri, la porte s'ouvrait, et il retournait vivre à Damas, qui, jusqu'à ces dernières années, était une ville très attachante. Donc il a menti parce que les gens qui habitent dans le Midi ont vu des bordes. Des bordes, c'est des petites maisons en pierre sèche qui servaient d'abri pour les gens qui étaient malheureux dans la société ou qui déliraient trop ou qui avaient des idées étranges. Ils se réfugiaient dans ces bordes, on leur donnait un peu de nourriture, on les laissait, et s'ils voulaient revenir dans la société, ils revenaient. S'ils étaient mal dans la société, ils restaient dans ces bordes, dans la campagne de Nîmes. Donc c'est pas vrai, la loi du grand enfermement n'a jamais existé, et probablement Michel Foucault a inventé cette loi parce qu'il détestait la psychiatrie pour des raisons personnelles, mais il détestait la psychiatrie. Alors, on sait que l'explication de la folie pendant ces 2 derniers siècles, c'était la sexualité. L'onanisme provoquait la folie. Depuis la Bible, hein, c'est marqué dans la Bible, Onan est blasphématoire parce qu'il jette sa semence par terre. Et au lieu de mettre au monde une âme pour adorer Dieu, il est blasphématoire. Et l'onanisme est la source de toutes les folies. La pédophilie, maintenant, est considérée comme le crime des crimes, mais jusqu'aux années 70 et même après, il y a eu des prix littéraires pour des grands noms de notre littérature, des universitaires, qui ont eu des prix pour avoir décrit des odes à la pédophilie. Il y en a même qui sont joués à la Comédie Française actuellement, et personne considérait ça comme un crime. Certains, André Gide, allaient au Maroc chercher des petits garçons, et tout le monde trouvait que c'était une aventure exotique. Aujourd'hui, c'est considéré comme le crime des crimes. Il n'y a pas longtemps, c'était considéré comme un des beaux-arts. Laurence d'Arabie, Monterland, c'était un des beaux-arts. Et puis maintenant, c'est affreux, alors qu'à l'inverse, l'homosexualité qui était considérée comme une maladie mentale ou même une perversion, maintenant il y a une loi qui fait que c'est considéré comme un développement tout à fait normal. Donc, je vais terminer pendant les 3 heures qui me restent, c'est ça, non? Je vais quand même parler. C'est que même la politique a son mot à dire. L'OMS montre que l'Organisme mondial de la santé montre que tout bouleversement technologique ou culturel provoque une flèche d'apparition de souffrance psychique. Augmentation des suicides depuis que la Chine a grimpé follement vite dans la technologie. En 10-15 ans, ils ont rattrapé leur retard technologique à une vitesse stupéfiante. Le nombre des suicides n'a jamais été aussi élevé. Et d'habitude, dans tous les pays du monde, les femmes pensent plus au suicide que les hommes, mais les hommes aboutissent plus au suicide que les femmes. Ce n'est pas vrai en Chine, où les femmes se suicident beaucoup plus, aboutissent plus au suicide que les hommes. Et depuis que les Indes suivent le même chemin d'occidentalisation, le taux des suicides féminins monte en flèche aux Indes. Les schizophrènes, quelle que soit la culture, on dit que c'est à peu près 1% de la population, ce qui est beaucoup. Dans les populations en émigration, c'est presque 3%. C'est-à-dire que, admettons même qu'il y ait un déterminant neurodéveloppemental à cette souffrance psychique, ce qui est de plus en plus défendu, ça n'exclut pas du tout le facteur culturel, le facteur technologique et même les décisions politiques. Dans les groupes sociaux en précarité sociale, où je ne parle pas de pauvreté, je connais beaucoup de gens pauvres, très cultivés. Je connais beaucoup de familles et de pays pauvres, très cultivés. Je parle de précarité. Je ne sais pas où on va dormir cette nuit. Je ne sais pas, le frigidaire, ça fait 3 jours qu'il est vide. Il n'y a pas de frigidaire. Je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est la précarité. Les enfants ont tous des troubles cognitifs.
C'est-à-dire qu'il y a une altération cérébrale que les neurosciences aujourd'hui montrent parce qu'il y a une précarité sociale. Donc on voit qu'on ne peut pas séparer les explications de la folie comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Et même, je vais citer Baron Cohen, j'avais un ami qui avait été autiste quand il était enfant, et vous savez qu'il y a des formes d'autisme qui font des performances intellectuelles stupéfiantes, et lui était devenu professeur d'université, ce qui prouve qu'il y avait quand même de graves séquelles. Je l'aimais beaucoup, et c'est vrai qu'il avait ce comportement étrange des autistes, des syndromes d'Asperger, c'est-à-dire qu'il était capable de faire des performances intellectuelles stupéfiantes, en mathématiques, en langue, en musique, stupéfiants, mais il n'était pas capable de traverser la route tout seul, ou une amie universitaire met au monde un enfant. Alors très gentiment, il dit « Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait ?» Alors on lui dit tu vas lui acheter un truc et tu lui dis un petit mot gentil. Ah bon, il a été acheté un énorme bouquet de fleurs et il s'est mis au garde à vous pendant 3 heures au pied de son lit. C'est-à-dire, voilà, donc il avait des performances intellectuelles stupéfiantes, mais la vie quotidienne, il ne savait pas la gouverner. Toutes ces nuances de la vie quotidienne, il ne savait pas les faire. Or, maintenant, on sait que le mariage d'amour augmente probablement l'autisme, parce que les gens, hommes et femmes, se reconnaissent entre eux, ils ont le même type de monde mental, cette étrangeté, cette intelligence exceptionnelle et curieuse, ils se marient entre eux, et le nombre d'enfants autistes augmente à chaque génération. Alors, ce qui pose un problème, c'est que si les fous, je dis ce mot sachant qu'il ne désigne presque rien, mais voilà, c'est un mot qui est rentré dans notre culture. Sachant que les fous sont parfois considérés comme des gens tout à fait normaux, et je suis sûr qu'il vous est arrivé de voter pour des paranoïaques. Ça pose un problème éthique énorme, c'est que si on normalise la folie, il va falloir les juger en cas de transgression sociale. Et s'il y a un vol, s'il y a une transgression, faudra-t-il juger les fous? J'imagine mal un schizophrène pouffant de rire devant un tribunal. J'imagine mal... Enfin, je ne sais pas. Voilà, c'est des questions que je vous pose, mais je n'ai pas la réponse. Je vais terminer quand même par... 2 phénomènes qui illustrent l'idée que je vous propose, c'est-à-dire comment les stéréotypes culturels, les récits culturels qui nous entourent participent à notre manière de voir la folie et des décisions thérapeutiques qu'on prend envers ceux qu'on appelle les fous. Alors, par exemple, le nazisme avait été fondé sur la théorie du surhomme. Et vous êtes bien d'accord avec moi pour dire que les surhommes sont tous grands, bruns et chauves. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais... Alors, il y avait donc cette théorie du surhomme, parce qu'il y avait la théorie de la dégénérescence. Et donc, dégénéré, j'ai vu dans les livres d'école des années 30, où on voit 3 couples beaux, jeunes gens, blonds, beaux, mignons, et la légende dit, ces 3 beaux couples de jeunes gens ne pourront pas travailler et acheter un logement parce que tout l'argent est consacré à soigner celui-là, et celui-là, c'est un fou qui, bien sûr, est montré de manière très difforme. Conclusion logique des enfants, c'est moral d'éliminer les fous, ce qu'ont fait les nazis, 300 à 400 000 morts en Allemagne. En France, on évalue à 40 000 morts en France, parce que souvent de dénutrition, parce qu'on pensait... En Allemagne, il y a eu des asiles qui ont été murés. Et en France, probablement, ils sont morts de dénutrition. Autre donc, et Alexis Carrel a participé à ce prix qui a mérité un prix Nobel, et bien il a participé à cette manière de voir française, allemande et française. Le communisme, j'ai personnellement rencontré
dans les pays de l'Est, en Russie. J'ai un oncle lointain qui est le directeur de l'Institut Bechterev à Saint-Pétersbourg, et j'ai eu l'occasion de discuter avec des psychiatres qui parlaient de schizophrénie sans symptômes. Alors je dis, qu'est-ce que c'est qu'une schizophrénie sans symptômes? Eh bien, c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec nous, les communistes. Il faut être fou pour ne pas être d'accord avec nous. Donc, ils étaient emprisonnés, et cet oncle avait trouvé la parade. Il faisait sortir le KGB, arrêter ces schizophrènes sans symptômes, et il les amenait à l'Institut Bechterev à Saint-Pétersbourg. Et la parade, c'est que tout le monde signait la sortie. Tous les médecins, les internes, les infirmières, les femmes de ménage, et le KGB ne pouvait pas arrêter tout le monde. Donc le malade sortait, et un jour ils ont fait sortir un militaire très dangereux, très délirant, qu'il a fallu arrêter un peu plus loin parce qu'il avait commis des actes très dangereux. Alors, je vais terminer là-dessus. C'est-à-dire que actuellement, le syndrome psychotraumatique, est-ce que c'est une folie? On en parle énormément, et l'OMS dit qu'à la fin de sa vie, une personne sur deux aura connu un traumatisme. Si c'est vrai, c'est énorme. Alors, cette notion-là n'était pas pensée avant. Pendant la guerre de 14-18, quand un homme rentrait de la guerre complètement déboussolé, délirant, confus à cause de ce qu'il avait vu ou de ce qu'il avait fait, il ne faut pas oublier qu'actuellement, la France est engagée sur 3 fronts, l'Afghanistan, le Mali et la côte des Somalies, et que je travaille à Toulon, où il y a beaucoup de psychiatres militaires. Je n'ai pas l'expérience de la psychiatrie militaire, mais on voit rentrer des hommes et des femmes maintenant, parce qu'il y a de plus en plus de femmes dans l'armée, on les voit rentrer complètement déboussolés. Est-ce qu'on peut appeler ça folie? Ils sont déboussolés, confus, délirants, ne pouvant plus dormir, avec des mots étranges. Après la guerre de 14-18, quand un soldat rentrait du front déboussolé, on disait qu'il était lâche. Maintenant, quand un soldat rentre déboussolé, on l'entoure et on dit qu'il souffre d'un syndrome psychotraumatique. En conclusion, l'objet de la jambe cassée, il est clair, c'est un objet hors de soi. L'objet folie, il dépend autant de moi, observateur, que de vous, culture, que de la souffrance de celui qui est étiqueté fou. C'est-à-dire qu'on participe tous à ce qu'on appelle la folie de l'autre. Ma manière de le voir, ma manière de le penser dépend de mon histoire et dépend de nos stéréotypes culturels, comme pour Erasme, l'éloge de la folie, le nazisme, il faut éradiquer les fous en les tuant, ou au contraire mettre en prison, comme le communisme, mettre en prison ou en hôpital psychiatrique ceux qui ne pensent pas comme nous. Donc, alors, la conclusion, l'avenir. Eh bien, l'avenir, je crois qu'il est forcément pluridisciplinaire. Personne n'a la vérité, tout le monde a sa part de vérité. Les généticiens ont probablement eu un petit morceau de vérité pour l'autisme ou la schizophrénie. Mais je vais tout de suite relativiser ce que je viens de dire, parce que maintenant on sait que la bandelette génétique est modifiée par les structures du milieu écologique. Et qu'il y a des théories maintenant sur la grippe des mères pendant la grossesse, au cours du 2e trimestre, sur les pollutions, certaines substances modifieraient le développement neurobiologique des bébés, donc, et que surtout la structure écologique du milieu modifie l'expression des bandelettes génétiques. Donc même quand je parle génétique, je parle d'écologie en même temps. Donc le concept d'inné et d'acquis n'a aucun sens. Alors, il faut donner la parole aux cliniciens, parce qu'eux, ils vivent, ils baignent là-dedans. Il faut donner la parole aux familles, parce que les familles ont une expérience que les médecins n'ont pas. C'est une forme de connaissance qu'ils payent cher, mais c'est une connaissance. Les médecins aussi payent cher. Il ne faut pas oublier que dans les métiers d'aide, il y a presque 50% de burn-out, de dépression, d'épuisement professionnel. Ce n'est pas des métiers anodins. On s'engage et la souffrance de l'autre, on en prend notre part. Alors bien sûr, les familles énormément, mais les soignants aussi. On voit que dans les services d'oncologie, les médecins et les infirmières dépriment très souvent. Et dans les services de psychiatrie, c'est vrai aussi. C'est très fréquent. Alors, donc l'objet
Georges d'Évreux disait c'est le contre-transfert de l'objet de science. L'objet, là, en l'occurrence c'est le fou, l'objet fait quelque chose en moi, il fait une impression en moi, et ma réaction, l'impression qu'il me fait, modifie son développement et modifie l'expression de ses symptômes. Et ça dépend de moi, médecin, psychologue, ça dépend de nous, famille, et ça dépend beaucoup des stéréotypes culturels et des décisions politiques et même des récits. C'est-à-dire que je pense que si on veut être moins sectaire pour essayer d'aider ces patients et leurs familles, il faut absolument s'entraîner au raisonnement pluridisciplinaire. Merci de m'avoir écouté.